On va parler discrimination et SNCF. Une réaction, un commentaire. Réagissez en direct à l'émission sur Twitter avec le hashtag BeurreFM. Et pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, on accueille un invité, c'est Yassine Zahaoui. Yassine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BeurreFM. On a déjà parlé de vous plusieurs fois. Vous n'avez pas pu vous rendre sur notre plateau, donc bienvenue à vous, bienvenue sur BeurreFM et bienvenue dans Les Informés. On a vu votre histoire circuler dans les médias, sur les réseaux sociaux et toute cette histoire de licenciement abusif, de discrimination à la SNCF. Alors commençons par le début, Yassine. À quelle date vous avez intégré la SNCF et par quel biais, Yassine? En fait, moi, à la base, je recherchais un emploi, un job d'été sur un forum des métiers. Et j'ai entendu dire aussi qu'ils prenaient des jeunes pour de l'alternance. Du coup, j'ai monté un dossier pour faire une alternance. Ça, c'était en été 2009. Donc, j'ai tout de suite été pris après les premiers tests de sélection. Donc, en septembre 2009, j'ai signé ce contrat, ce CDD en fait pour préparer mon diplôme de 2 ans. Donc, en juillet 2011, j'ai eu mon diplôme. Ensuite, la SNCF m'a fait une promesse d'embauche qu'elle a honorée. Et au 1er septembre 2011, j'ai signé un contrat au cadre permanent pour une période d'essai d'1 an. Dans un premier temps, ça se passe plutôt bien à la SNCF? Sur les 2 ans que j'ai passé pendant pour préparer ce diplôme, oui, c'était dans une équipe où j'ai eu aucune difficulté d'intégration, où on me donnait certaines responsabilités, où on m'a vraiment donné une bonne approche du métier. Alors, les problèmes commencent lorsque vous êtes transféré dans une autre équipe, je crois que c'est à Amiens, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, cette équipe, déjà, elle était connue pour des pratiques assez atypiques avec les nouveaux arrivants, notamment du harcèlement moral. Donc, moi, avec mon identité, Yassine Zahaoui, arrivé dans la région d'Amiens, déjà, c'était pas très bien vu. Dans cette équipe, encore moins, notamment que j'étais aussi un jeune arrivant. Donc ça a été tout de suite du harcèlement moral, des moqueries par rapport aux origines ethniques, à la religion, notamment pendant la période du Ramadan. Et donc j'ai fait part de ce harcèlement à la hiérarchie. J'ai eu des entretiens avec les responsables des ressources humaines qui m'ont clairement dit que c'était de ma faute, que j'étais pas là pour me faire des amis, que je devais uniquement faire mon travail et me taire, que je serais sans doute muté un peu plus tard dans l'année. Donc j'ai pris sur moi, mais je pense que mes collègues ont dû avoir écho de mes plaintes et sont passés ensuite à des atteintes physiques où on démarrait le camion alors que j'étais pas encore installé, du coup je tombais dans le camion, ce qui m'a valu aussi un accident de travail et d'autres atteintes physiques. Comment on en arrive au licenciement abusif, Yassine? Alors en fait c'était une période d'essai d'1 an avec une évaluation tous les trimestres. Des évaluations qui sont devenues négatives. Donc toutes les évaluations positives que j'avais pendant mes 2 ans d'alternance se sont transformées en quelques mois en évaluations négatives, injustifiées par ma hiérarchie dans cette équipe. Donc ça a été plusieurs avertissements injustifiés et aussi répétés pour les mêmes faits. Et par la suite, quand j'ai fait appel au délégué syndical pour mettre en avant les pratiques de cette équipe, la hiérarchie a dit que j'avais inventé ces faits pour défendre ce licenciement. Donc j'ai été convoqué à un entretien pour faire part pour mettre en avant mes plaintes et le jour même je suis convoqué à un entretien de licenciement. Ensuite, à partir de quel moment vous commencez ce combat, on peut dire, contre? Alors en fait, j'ai été licencié en décembre 2012, donc tout de suite j'ai entamé une procédure prud'homale. J'ai monté un dossier avec dans un premier temps avec 2 délégués syndicaux qui ont été très sérieux, qui m'ont aidé à monter le dossier. Par la suite, un des délégués syndicaux a été muté sur Perpignan et l'autre ne s'occupant pas des dossiers prud'homaux jusqu'à leur terme, ils ont donné mon dossier à quelqu'un d'autre. Cette personne a été complètement laxiste, elle a rien fait du tout malgré les relances de l'avocat de la SNCF. Donc le dossier n'était pas en état à ma première audience qui était le 26 février 2014. Donc je me suis présenté seul au Conseil des prud'hommes de Bobigny. L'audience est reportée à janvier 2015, donc depuis j'ai pris un avocat. Donc, je suis obligé d'assumer ses honoraires, pardon. Et en parallèle, j'avais adhéré au collectif Droit à la différence, qui est couvert par l'association Union de la sagesse populaire, qui m'ont permis d'avoir un rapport du défenseur des droits. Le défenseur des droits a fait une enquête. Il a conclu en novembre 2013 que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à mon égard concernant ma santé et ma sécurité. Donc c'est un document, une conclusion qui est sans appel. Et malgré ça, la SNCF ne veut pas reconnaître l'État.
Alors, c'est quoi que notamment avec les syndicats, Redouane Kebdi qui vous accompagne aujourd'hui, qu'on entendra tout à l'heure, nous en avait parlé, l'association Droit à la différence. À partir de quel moment, Yacine, vous avez décidé d'entamer une grève de la faim? Alors en fait, c'était suite à une accumulation de faits dans ma vie qui ont fait que j'en suis arrivé à un ras-le-bol en fait. Donc ça a été la perte donc déjà d'un emploi. Bien sûr. Ensuite une rupture familiale parce que mes parents ne comprennent pas que dans une aussi grande entreprise on peut être licencié quand on fait bien son travail. Donc ça m'est retombé dessus. Ouais. Et du coup j'ai été entre guillemets rejeté par ma famille. Donc depuis janvier 2014 je dormais dans une voiture. Et devant l'immobilisme de la SNCF, j'ai décidé d'entamer une grève de la faim pour essayer de leur mettre pression. Parce que vous étiez dans l'urgence. Et voilà, j'étais dans l'urgence et j'étais dans une situation où voilà, c'était plus du tout dans mes projets, c'était pas mes projets de vie de rester dans cette situation, quoi, dormir dans une voiture. Comme tout le monde, je pense que fonder une famille, avoir un métier stable, c'est l'objectif de tout le monde. Alors, vous avez cherché à interpeller les politiques, notamment le président de la République. Je crois, hein, arrêtez-moi si je me trompe, vous avez rencontré la ministre Najat Vallaud-Belkacem récemment. Comment ça se passe au niveau de soutien ou non soutien politique? Alors, après le courrier que j'ai envoyé le 6 mai 2014 au président de la République, sa chef de cabinet a saisi le préfet de l'Oise, qui était chargé de prendre les dispositions nécessaires afin de régler ma situation, notamment au niveau du logement et de ma réintégration dans l'entreprise. À ce jour, je n'ai pas de nouvelles, je suis toujours dans la même situation. J'ai la générosité, je bénéficie de la générosité des habitants du quartier où j'ai fait ma grève de la faim, qui me permettent d'avoir un toit pour le moment. Au niveau de la préfecture, il y a rien de nouveau, comme je vous ai dit, et j'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui était en visite à la ville de Creil. Donc j'ai pu lui exposer ma situation. Le monsieur le préfet qui était présent m'a coupé la parole quand j'étais avec la ministre pour lui dire que oui, il s'occupe de mon dossier. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Pour l'instant, j'ai rien de concret. C'est uniquement des courriers. Chacun se renvoie la balle. Alors, sur ce statu quo, on va écouter dans un instant un Redouane Kebdi, mais je vais peut-être donner la parole aux informés sur ce cas. Oui, Siem, s'il vous plaît. Voilà, la preuve que quand on est victime de discrimination, ça peut détruire une vie entière. Et vous savez de quoi vous parlez? Oui, une vie entière, une vie familiale, une vie professionnelle, une vie psychologique. Et voilà, je trouve que Yacine a énormément de courage, beaucoup de dignité. En plus, il a saisi la justice, il se bat, il a saisi les politiques, et il a un rapport des défenseurs des droits qui lui donne raison. Et il a fait quand même la grève de la faim devant l'Élysée. Moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler dans les médias. Ce n'est pas normal. Je pense que si il aurait été, si ça aurait été pour une autre raison, ça aurait fait la une des médias, mais là ça gêne. Mais c'est la SNCF, voilà, c'est la SNCF, c'est une grande entreprise, et en plus, pour des problèmes de discrimination, voilà, ils assument pas beaucoup. Nos politiques n'assument pas beaucoup. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment c'est sidérant, incroyable, et que il devrait être réintégré dans ses fonctions le plus rapidement possible. C'est bien que la communauté puisse le soutenir, et qu'il faut continuer absolument à le soutenir, et bravo à lui, parce que c'est très courageux, 24 ans, de faire la grève de la faim, de dormir dans une voiture. Voilà, il y a des moyens plus simples. Après, on peut pas dire que excusez-moi, que les Français issus de l'immigration ne veulent pas s'en sortir, ils vont dealer. Voilà, c'est la preuve même qu'aujourd'hui des gens sont victimes de discrimination et essaient de se battre pour s'en sortir, et c'est très difficile. Et on n'est pas beaucoup entendu. Et par contre, il a essayé, il a saisi, en tout cas ses amis ont saisi beaucoup de personnes pour le faire savoir. C'est arrivé quand même de sources sûres dans les oreilles du président de la République, qui n'a absolument encore rien fait à ma connaissance. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Voilà. C'est juste scandaleux. Savoir qu'un jeune homme de 24 ans fait la grève de la faim devant l'Élysée où lui habite.
je suis désolée, c'est pas un comportement républicain et digne d'un président de la République. En tout cas, ce soir, on interpelle toutes ces personnes, que ce soit le président de la République, le préfet de l'Oise, le défenseur des droits, pour en effet solutionner. Alors, allez-y. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu le conseil municipal de la ville de Creil ce lundi 23 juin, où une motion de soutien a été votée en ma faveur. Donc, le maire de Creil s'est engagé à mobiliser tous les Creillois à se mobiliser derrière moi. Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, s'engage aussi à soutenir le maire de Creil. Donc, ça devrait être toute la France qui vous soutienne. Et voilà, j'appelle aux autres citoyens français à suivre ce mouvement et aussi mettre en avant le fait que j'ai eu la dernière nouvelle que j'ai eue, c'était du Conseil général de l'Oise, qui est au courant de ma situation, mais continue à ne rien faire parce que il me donne des rendez-vous avec des assistantes sociales, alors que en fait ce combat ce n'est plus maintenant uniquement le mien, c'est aussi le combat de toute la ville de Creil et de tous les citoyens, parce que c'est du jamais vu qu'un maire se mette en avant pour soutenir une personne dans ce genre de combat. Donc j'en appelle à tous les citoyens qui m'entendent ce soir à venir suivre cette mobilisation, en espérant faire avancer la solidarité et faire reculer cette violence. Alors, vous allez nous dire dans un instant comment on peut vous aider concrètement. Aziz Seni, vous suivez cette affaire, bien évidemment, puisque Yacine est originaire de Creil depuis le début. Yacine a réussi l'exploit à travers sa mésaventure et son malheur à fédérer tous les acteurs politiques associatifs à travers son combat. Moi, j'ai été beaucoup touché quand on m'a appelé, quand Yacine m'a appelé sur son sujet. D'abord parce qu'il est cheminot, que je suis fils de cheminot, frère de cheminot, et que des histoires de discrimination dans cette grande entreprise, j'en ai vu. J'en ai vu aussi à travers les 30 000 Marocains dont font partie mon papa, qui, pour des raisons de discrimination, sont aujourd'hui devant les tribunaux pour réclamer leur maltraitance durant les 30-40 dernières années. Il ne faut pas stigmatiser la SNCF, c'est une grande entreprise, ce n'est pas une entreprise raciste au sens institutionnel du terme, mais il y a des dysfonctionnements qui existent. Il y a quand même un sacré passif. Il y a un sacré passif, mais de là à dire que c'est institutionnalisé, j'irai pas jusque-là. C'est un ensemble et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens très bien qui travaillent à la SNCF et qui soutiennent Yacine, qui soutiennent ces combats contre les discriminations et les inégalités. Donc faut pas les oublier ceux-là et les mettre dans le même pot que ceux qui discriminent, ce serait pas juste de notre part. Ensuite, Yacine, il a besoin de visibilité, il a besoin de médias, on a essayé de contribuer à cela, et puis il a aussi besoin du soutien de toutes et de tous, parce qu'à travers Yacine, on peut tous être Yacine un jour, tous avoir un problème de discrimination dans une entreprise, ça peut toucher tout le monde, dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, dans la fonction publique. Donc, et c'est un combat qui doit être à la hauteur de nos attentes en matière d'égalité et de fraternité. C'est les valeurs de la République qu'on défend quand on défend Yacine. Donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, à venir prendre part au combat. C'est pas faire ta promo que de dire il y a une page Facebook, etc. Yacine, soutenez-le, il a besoin de vous. On va redire tout ça dans un instant. Là, on va faire une pause. On écoutera après celle-ci Youssef Boussouma, puis on écoutera Redouane Kebdi de l'association Droit à la Différence qui a accompagné Yacine Zeraoui. Il aura bien entendu un mot pour conclure cette histoire. À tout de suite. Envie de poursuivre le débat? Retrouvez les comptes officiels des informés de Beurre FM sur Facebook et Twitter. Beurre FM, 20h30, 22h, les informés avec Abdelkrim Brani. Les informés, troisième partie, on reste sur le cas de Yacine Zeraoui. C'est notre invité aujourd'hui. Il nous parle de son licenciement abusif et de la discrimination qu'il a subie au sein de la SNCF. On va écouter Redouane Kebdi de l'association Droit à la Différence qui l'accompagne aujourd'hui et qui accompagne toutes les personnes victimes de discrimination à la SNCF. On va l'écouter, Redouane, dans un instant, mais tout de suite on va écouter Youssef Boussouma qui va réagir justement sur le cas et la discrimination subie par Yacine Zeraoui. Youssef. Oui, je veux dire, d'abord, il faut féliciter Yacine de son combat, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de se battre. On a le sentiment que c'est l'éternel combat du pot de terre contre le pot de fer. Mais c'est un combat qui est très très important. C'est un combat qui est très très important.
ce qu'il fait actuellement, il se bat pour tout le monde, il se bat pour nous tous. On n'a peut-être pas conscience, les gens n'ont peut-être pas conscience, mais il se bat pour nous tous. Et ce qu'il y a de grave, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas tous au rendez-vous du soutien. Et ça, il faut le dire. Donc, il faut absolument d'abord, premièrement, commencer par reconnaître cet admirable combat, parce que je sais que beaucoup auraient renoncé, beaucoup dans le passé ont déjà renoncé, beaucoup victimes de ce la majeure partie abandonne justement. Bien évidemment, parce que ce cas-là, malheureusement, n'est pas le seul. Et là, on en entend parler parce qu'il y a une lutte. C'est quand les gens luttent qu'on entend parler effectivement de ce genre de choses, parce que ce genre de choses se produisent très très souvent, mais on entend parler parce que malheureusement, ça n'est pas médiatisé. Voilà. Donc, premièrement, c'est vraiment une excellente chose, Yacine. Tu te bats pour nous tous. Et ça, il faut le dire, et c'est formidable. La deuxième chose à dire, on en discutait pendant la pause, le problème n'est pas de savoir si toute la SNCF est raciste ou pas raciste, ou quel est le pourcentage qui sont racistes, parce que c'est pas un problème de personne du tout. C'est pas un problème de personne, à la limite, c'est même pas le problème uniquement la SNCF, parce que ce qui se passe là, nous l'avons vu chez Renault également, entreprise Renault, nous l'avons vu également dans d'autres entreprises, très liées au public, ou anciennement public, ou même privé. À chaque fois, on l'a vu tout à l'heure avec la crèche Babylou, on a affaire à un mouvement d'ensemble, ce qu'on appelle un racisme structurel. Et ce racisme structurel, ce racisme systémique, il est en train d'avancer exactement comme une sorte de lèpre qui ronge peu à peu toute la société. Et ce que je veux dire, c'est que le plus grave dans l'affaire de Yacine, c'est que cette petite bande de racistes d'Amiens, si j'ai bien compris, qui l'ont pris en grippe. Et on l'a vu ça aussi avec Bassiem, exactement aussi ton cas. Police, oui. Absolument. Mais dans d'autres entreprises, ce qu'il y a de très grave, c'est que l'État couvre ce genre d'agissement. Et l'État ne couvre pas ce genre d'agissement uniquement parce que l'État ne serait pas au courant, etc. L'État couvre ce genre d'agissement. C'est un choix politique. C'est un choix politique parce que il a besoin de tenir en respect les populations que nous représentons. C'est une façon de nous tenir en respect, de nous dire vous n'irez pas plus haut que cela. Sachez-le, on veut bien vous admettre, on veut bien éventuellement faire un petit effort, mais sachez rester à votre place. Vous savez, aux États-Unis, par rapport aux Noirs, c'est ce qu'on leur disait. Un bon Noir, c'est un Noir qui sait rester à sa place. Certes, on peut l'accepter dans certains emplois, etc. Mais à condition qu'il reste à sa place. C'est ce que racontait Malcolm X dans une anecdote lorsque son instituteur lui demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et Malcolm X, je ne sais plus ce qu'il lui dit, avocat ou médecin, il lui dit non, tu devrais devenir ouvrier, un métier manuel, c'est un beau métier pour un homme de couleur. Ouais. Absolument, il faut que tu saches rester à ta place. Et ce genre de comportement, d'injonction, a une valeur, a une vertu, enfin un objectif, c'est de faire que nous allons rester à notre place. Nous allons savoir ne pas aller trop loin. Et ce genre d'affaires, j'en connais d'autres malheureusement, c'est même arrivé dans ma propre famille, à mon grand frère, il y a pas mal de temps. Et ça veut dire qu'il faut que l'on sache rester à notre place. Et c'est pour ça que ce combat est un combat qui est difficile. C'est pas uniquement le combat contre cette petite bande, c'est le combat aussi contre un État. C'est le combat contre un racisme structurel. Et croyez-moi, nous avons des jours très difficiles qui nous attendent et nous avons vraiment besoin de toute la solidarité pour Yacine, mais pour nous tous. Yacine mène un combat de pionnier parce que je pense que ce genre de combats vont se répéter dans l'avenir et nous devons vraiment tout faire pour le soutenir. Redouane Kebdi, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît bien, Beurre FM dans les informés, cofondateur de l'association Droit à la différence. Une petite question déjà pour commencer, Redouane, on a écouté Yacine Zerhoui nous dire où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait en gros de manière concrète aujourd'hui pour débloquer la situation de Yacine, Redouane, aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, il y a Najat Vallaud-Belkacem qui s'est prononcé, qui trouve ça insoutenable. Bon, voyons, il y a le préfet qui est mis au courant, la mairie de Creil. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Que ça soit mis noir sur blanc, que Pépi se prononce, qu'il fasse un discours, qui dise que tout le monde, tous les citoyens qui travaillent pour cette entreprise sont égaux et qui lance un signal fort et qui commence un petit peu à sanctionner au niveau de la SNCF tous ces gens qui ont ces pratiques ou ces faits racistes et puis qui sont toujours... Parce que si on fait le récapitulatif... Sanctionner, c'est admettre qu'il y a ces comportements dans leur entreprise et c'est ça qu'ils veulent pas admettre. C'est ça leur problème. En fait, comment ils combattent les discriminations et le racisme à la SNCF? Ils sont dans la communication. Alors ils ont signé la charte de la diversité en 2007. Ça engage à rien. C'est un engagement à respecter la loi. Beau mot, diversité. Ce qu'ils font, ils ont un pôle égalité et diversité des chances
excusez-moi, diversité et égalité des chances, eh bien en fait il y a 7 personnes qui bossent dessus, ils ont jamais rien diversité fait. des chances, je pense que c'était assez adéquat la situation. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est exactement ça. Diversité des chances. Voilà. Selon que tu seras, tu auras une chance ou pas. Voilà. Oui, bah conforme à ton origine. On attend leur rapport annuel, ce qu'ils font, ils ne font rien. Il y a aussi le politique, il y a encore 7 personnes. 7 personnes, c'est pas des petits salaires, hein, c'est des voilà. Et puis donc quand on leur dit dans le pôle égalité, il y a 7 personnes qui travaillent à temps plein. Voilà. Ouais. Ça c'est un on pôle. se demande ce qu'ils font. Hein. Ils touchent leur argent. Donc, après il y a le pôle éthique. Quand on dit écoutez, ça se passe pas bien au niveau voilà, il y a aucune sanction qui est prise. Puis dans plusieurs cas, au contraire, c'est des promotions quoi. Alors on dit bon, il faut quand même lancer un signal fort. Ouais. Le politique, la direction du politique nous dit oui, nous on fait des enquêtes et on donne le résultat de ces enquêtes avec des préconisations au chef d'établissement. Et c'est à lui ensuite de faire ou de ne pas faire. Donc, quand on a dit, mais ils ne font rien. Vous voyez, dans tous les cas, ils font rien. Bon, faut trouver autre chose. Bah, en fait, voilà. Puis, en fait, ce qui nous plombe un peu, c'est aussi le manque de soutien des syndicats. Qui, eux, bon, bah, quand on leur ramène tout ça, on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, écoutez, on va écrire une lettre au président. Et ils dénoncent d'autres choses. Alors, ils ont carrément lâché Yacine en février dernier, quand même. Oui, ça c'est, oui. Parce qu'ils font un choix. Ils préfèrent une partie de la population comme tous les autres aussi. Comme tous les autres, il n'y a pas un syndicat qui se mène. On n'a jamais vu un syndicat accompagner une personne jusqu'au prud'homme et le soutenir vraiment jusqu'à la fin de son action, en sachant que quand l'entreprise veut vraiment faire du blocage, parce qu'ils sont toujours dans les arrangements. Mais bon, une fois qu'il y a blocage, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et donc, les gens sont pas très au fait de leurs droits. Ils ont besoin aussi des gens qui ont des heures qui leur sont appropriés en tant que syndicat pour se renseigner sur le code du travail et ainsi de suite. Donc, mais quand après ils voient des personnes qui s'empêtrent dans leurs problèmes et qui les soutiennent pas. Excuse-moi, voilà. Une question. Vous êtes adressé à tous les syndicats, non? Oui, tous les syndicats, tous les syndicats. Y compris Sud, y compris oui. Bah Sud, ils disent oui, c'est dégueulasse, c'est pas bien. Oui, d'accord, c'est dégueulasse, c'est pas bien. Mais après, en plus, bon, Yacine, c'est un cas bon sur qui la lumière est venue parce que vraiment faire une grève de la faim quand on a 24 ans et tout ça, moi-même, je lui dis mais mobilise, mais fais pas ça quoi. Il me dit mais qu'est-ce que j'ai d'autre à perdre? Ils vont faire quoi de plus? J'ai plus de chez moi, j'ai plus de travail. Mes parents ayant l'idée que la SNCF c'est une entreprise publique, qu'on peut évoluer, tout ça, ils se disent forcément que c'est de ma faute, parce qu'ils sont pas non plus au fait de tout ça. Vous savez, les anciens de la première génération d'avant, eux, le racisme, ils en ont souffert, mais vraiment quoi. Et après, quand ils disent on a l'opportunité de rentrer dans une entreprise publique, ils se disent voilà, bon. Et tout ça, forcément fautif, c'est-à-dire qu'on remporte la faute. C'est exactement comme pour les femmes, hein, les femmes qui subissent des violences, on va toujours chercher que finalement l'ont cherché, etc. C'est exactement. Et là, c'est pareil. Le racisé et François Fanon l'a très bien expliqué. Hein, le racisé va avoir le sentiment que c'est lui-même qui est à l'origine de cela. Et c'est ce sentiment de culpabilité qui est le plus terrible, quoi. Alors, c'est fou, CM, comme c'est exactement le même mécanisme que dans la police. C'est exactement ce que pareil. vous avez subi. Ouais. En plus, ça, dans la police, il y a le corporatisme qui est au-dessus de tout et la hiérarchie qui ne veut absolument pas accepter de dire qu'il y a des faits de discrimination. Et les gens qui discriminent ont une promotion. Les gens qui discriminent non seulement ont une promotion, où ils disent qu'ils ont été sanctionnés, mais leur sanction c'est une mutation aux îles, au soleil. Donc et la personne par contre qui dénonce, elle se fait attaquer pour divulgation du secret professionnel, c'était votre cas, hein. Pour manquement au devoir de réserve. Elle se retrouve tous les fachos sur le dos, en plus avec des choses sur notre vie privée qu'ils inventent, et on se retrouve nous-mêmes dans des problèmes, dans des situations dans notre vie privée où on ne sait plus comment gérer, des pressions énormes, et je le comprends tout à fait. On n'a plus rien à perdre. Alors autant aller au combat jusqu'au bout. Et c'est un combat qui le concerne pas que lui ou moi. C'est un combat qui concerne tout le monde et toutes les générations à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se bat. Moi je me bats pas pour moi. Je me bats pour plus tard, pour ma fille. Absolument. Parce qu'elle a pas le droit de subir ce que moi j'ai subi ou ce que d'autres ont subi. Et c'est pour ça que tout le monde devrait être solidaire face à ce combat-là. Antoine ? Oui, je veux dire, par rapport à
à Yacine, les réseaux sociaux sont mis en place, il y a eu du soutien d'associations, ainsi de suite. Mais il y a aussi plusieurs cas. Il y a plusieurs cas où la SNCF a perdu devant les tribunaux, quoi. Et dernièrement, il y a eu le cas de Kamel à Montpellier où on a beaucoup de problèmes avec la police ferroviaire aussi, parce qu'il faut dire que la police ferroviaire, voilà. Kamel, par exemple, à Montpellier, ce qu'il arrive à faire, les gens se mettaient dans leur vestiaire et lâchaient des musiques identitaires, quoi, des musiques racistes. Et puis il y a eu beaucoup ils tapaient sur des gens. C'est ce qu'a révélé Mediapart, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. C'était l'histoire de Mediapart. Oui. Il y a eu des personnes qui ont témoigné à la police. Je veux dire, après, tout le monde à tous les niveaux de la hiérarchie, jusqu'au président de la SNCF, était au courant de tout ça. Et en fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Kamel, ils lui ont tapé dessus. Toujours à être derrière son dos, des avertissements, ainsi de suite. Puis, en fin de compte, ils l'ont isolé du groupe. Il y avait une personne, parce qu'il faut avoir du courage de témoigner à la SNCF, parce que les témoins s'en prennent autant dans la tête, faut le dire. Donc, la personne qui a témoigné en sa faveur, un des collègues, et lui, il venait d'Alsace, il avait le crâne un peu rasé, il croyait que c'était un gars des leurs, quoi, je veux dire. Il était un petit peu raciste, quoi. Alors que pas du tout, quoi. Et donc, lui, quand il a témoigné, ils lui sont tombés dessus. Et puis aussi, ils l'ont mis de côté, quoi. Et donc, en fin de compte, les auteurs, certains ont eu des postes, ils ont même créé un poste. La SNCF a pris un avocat pour défendre les auteurs, pas pour défendre Kamel. Voilà. Ils se retrouvent encore dans ces histoires. Et il y en a d'autres, il y a Mohamed, Adoué. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des gens, ils arrivent au poste de police avec 7 collègues qui témoignent, 10 collègues qui témoignent. Exactement. Mais ça, c'est vraiment des cas, c'est rare. Je veux dire, c'est rare. Mais malgré ça, la SNCF, à chaque fois, elle fait le dos rond, elle dit non, il y a rien, elle reste dans le déni. Et même quand elle perd dans les tribunaux, qui est les défenseurs des droits qui donnent des rapports, ils font appel, ils iront jusqu'au bout. Et tout ça, ça nous plombe, parce qu'il y a aussi, sans compter tous les dépôts de plainte qui sont classés sans suite, classés sans suite. C'est ça qui est dur, c'est que on a affaire à la justice qui nous met déjà des bâtons dans les roues. Et ensuite, c'est un ensemble cohérent de racisme où tous se soutiennent, la police, la justice, l'entreprise. On a pas toujours la justice. Moi, la justice m'a donné raison à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que le fait que vous ayez donné raison ne va pas empêcher que ça va recommencer ensuite. Ça arrive également à la SNCF. Il y a des procès qui ont été gagnés par certaines victimes. Mais ça ne va pas faire jurisprudence au niveau des comportements, je veux dire. Un petit mot d'Aziz Seigny, on laissera le mot de la fin à Yacine. Parce que j'ai aussi l'engagement politique, c'est qu'on puisse donner un peu plus de poids et renforcer l'action du défenseur des droits qui est un œil objectif et qui, dans le cas de Yacine, s'il avait eu un pouvoir plus fort, par exemple, d'inciter, et plus que d'inciter, d'obliger la SNCF à réintégrer, et s'il avait ce pouvoir, ça aurait été, dans ce cas précis, peut-être dans d'autres, une solution. Donc, c'est bien d'avoir un œil extérieur qui donne un avis consultatif, mais après, so what, comme disent les Anglais, et alors, voilà, le défenseur des droits dit Yacine est dans son droit, et puis rien ne se passe. Donc là, il y a quelque chose à corriger. Deuxièmement, moi, j'ai toujours défendu, alors on dit les pays anglo-saxons, mais il y a au moins une chose, vous discriminez à New York ou à Londres, je peux vous dire que ça vous coûte très cher. Donc avant même de commencer à penser, à avoir la moindre idée, à vouloir exprimer la moindre discrimination, vous y réfléchissez. Et si c'est pas parce que c'est votre conviction, c'est parce que vous n'avez pas envie que votre porte-monnaie se vide. Donc moi je travaille, en tout cas, j'essaie de sensibiliser les députés UDI et d'autres à faire en sorte que l'arsenal législatif, il n'y a pas besoin de revoter les lois, c'est juste à multiplier par 10 les amendes. Un coefficient de 10, ça devrait être largement suffisant. Une discrimination, c'est plus 150, 700, 800 euros d'amende, c'est 1000, 2000, 5000, 100 000 euros. Parce que quand on l'entend dans l'histoire de Yacine, et de Siam, quand on touche et quand on fait de la discrimination, derrière, il y a des tas de conséquences. Il y a des dommages, des vrais, sur la vie personnelle, sur la vie psychologique. Donc tout ça, ça a un coût. Il faut que la loi le dise, et le dise aussi dans le montant pécunier de ces amendes. Alors on va laisser à Yacine Zaroui le mot de la fin. Déjà, on le rappelle, vous pouvez rejoindre dans un premier temps, c'est qu'un premier pas, la page Facebook de Yacine Zaroui, et ensuite participer surtout aux mobilisations qui vont avoir lieu prochainement. Yacine, tout simplement, à l'intention des auditeurs, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, de leur délivrer comme message, et puis surtout ensuite comment ils peuvent vous aider aujourd'hui? Alors pour les auditeurs, j'espère que parmi les auditeurs, il y a des responsables au niveau de la SNCF ou même au niveau de l'État, donc pour rejoindre ce que disent Redouane et Aziz, je les invite déjà à sanctionner les personnes qui discriminent les autres,
parce que le racisme était pénalement répréhensible. Donc une fois qu'on touche au portefeuille, comme dit Aziz, c'est sans même aller jusqu'à multiplier le coefficient des amendes. Déjà juste les amendes, ça va freiner beaucoup de personnes. Donc déjà j'appelle à ces personnes-là à sanctionner, et j'appelle aussi les victimes déjà à faire part de ce harcèlement. À se déclarer, oui, bien sûr. Voilà, de le déclarer, parce que si on ne déclare pas, on n'a personne contre qui se retourner. Donc si personne n'est sanctionné, ça ne pourra qu'évoluer. Donc j'appelle à toutes les personnes déjà à me rejoindre dans ce combat, parce que d'un combat contre le racisme, c'est devenu un combat contre l'injustice. Donc c'est devenu un combat global. Et j'ai une question aussi, surtout pour les délégués syndicaux. J'ai eu l'occasion en fait de rencontrer des délégués syndicaux pendant la grève là qu'il y a eu ces derniers jours, où je leur ai posé la question: pourquoi vous ne vous mobilisez pas autant pour les cas de discrimination? Et là c'est chou blanc quoi. J'ai aucune réponse. Oui, si on bougeait autant pour les discriminations, on serait tous les jours en grève. Donc on est bien conscient que les cas de discrimination à la SNCF sont pas exceptionnels. Il y en a vraiment tous les jours. La preuve, eux-mêmes me disent que on sera en grève tous les jours. Ouais. Donc faut que des sanctions soient prises, et faut que aussi le président de la SNCF se positionne là-dessus, et que il l'a jamais fait aujourd'hui pour l'instant. En tout cas, pas à ma connaissance, c'est pas officiellement. Non, après peut-être qu'il l'a fait, mais je suis pas au courant. Mais il faudrait vraiment que voilà, il donne sa position là-dessus, et que des sanctions soient prises afin de sanctionner les discriminations qui ont été subies par les victimes, et afin de prévenir des comportements de la sorte et les éviter. Merci en tout cas Yacine, on vous souhaite bon courage vraiment. On prendra de vos nouvelles régulièrement. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez pour venir nous tenir au courant et nous en parler. Redouane Kebdi, merci beaucoup. Association Droit à la Différence, qui font vraiment un gros boulot pour les victimes de discrimination au sein de la SNCF. On va faire une